questions au niveau sensibilisation ou au niveau professionnel, mais là je suis dans des labos sur les matériaux où je peux peut-être amener ma petite contribution. Est-ce que vous pensez qu'il y a est-ce que vous sont opposés l'idée de lutter contre l'obsolescence programmée et l'idée d'écologie? Parce que par exemple, si on veut faire durer un produit comme un frigo, un lave-vaisselle, quelque chose qui consomme pendant très longtemps, est-ce qu'on ne risque pas justement d'entretenir du matériel qui consomme trop alors qu'il devrait être remplacé par quelque chose d'autre? Quelle est la limite en fait, qu'on doit poser à cette lutte contre l'obsolescence au risque de, si jamais je travaille avec ma vieille 205 par exemple, peut-être que je lutte contre l'obsolescence à la manière, mais par contre il y a un autre impact écologique qui est assez énorme. Donc comment est-ce qu'on fait pour trouver la limite et savoir jusqu'où est-ce qu'on doit entretenir le matériel ancien? Je crois qu'il n'y a pas de solution simple, à mon avis. Ça va dépendre un peu des priorités aussi qui sont là. Si on met en priorité, je vais prendre le cas, si on met en priorité le changement climatique, on va se dire, j'arrête de rouler avec ma 205, je vais prendre quelque chose qui va produire moins de CO2, quitte à prendre une voiture électrique ou mon vélo. Si par contre on est extrêmement sensible, parce qu'elle en a parlé, c'est vrai, sur les ressources, je vais dire, la réflexion sera peut-être, comme on dit, le zinc, on n'en a plus beaucoup, le cuivre aussi, on a la même problématique. Donc tout dépend de ce que l'on va mettre en avant, et je pense qu'il n'y a pas de réponse simple à cette question. Mais si déjà les gens pouvaient se poser la question en se disant, tiens, est-ce que c'est intéressant ou pas, et puis peut-être aller trouver les informations quelque part, et qu'ils soient même de pouvoir répondre à cette question-là. Mais puis il y a la législation qu'on peut mettre en place, qui fait qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne peut plus faire qu'on faisait avant sans problème. Voilà, donc, et je pense que là, il y a un soutien à l'Europe, puisque, heureusement ou hélas, ça dépend un peu comment on regarde, l'Europe impose à peu près tous les pays d'Europe des changements, dont certains sont quand même favorables. Oui, il y a aussi une obsolescence réglementaire qui est imposée par l'État. Je ne sais pas si en Belgique il y a la prime à la casse aussi, c'est-à-dire qu'on est récompensé quand on va donner sa voiture qui est trop vieille à la casse, ou alors quand il y a eu les changements avec la télé, vous avez peut-être vu ça avec la TNT, on était obligé de changer les télés, d'acheter... Enfin bref, il y a parfois des obligations de changer de matériel, ou des incitations à changer de matériel. L'exemple de la prime à la casse, il était assez bon, parce que écologiquement, effectivement, une voiture qui avait plus de 10 ans, ça valait le coup, écologiquement, de la remplacer. Mais la prime à la casse, elle a été mise à partir des voitures, par exemple, qui avaient plus de 7 ans. Donc là, on voyait que ce n'était pas l'argument écologique qui avait primé, c'est l'argument croissance. C'est aller, l'industrie automobile n'arrive plus à vendre, il faut stimuler, et donc on met le cap, non pas pour des raisons, on l'habille avec des raisons écologiques, mais en réalité, le chiffre montre que ça va être un objectif de relance industrielle. Et on remplace par des véhicules motorisés par VW, par exemple, et le fameux logiciel. Voilà. Mais par rapport à ça, je suis d'accord avec vous qu'il n'y a pas de manière simple, mais ce n'est pas de manière forcément extrêmement compliquée. Ça prend surtout le temps de faire une analyse, soit une analyse de vie, soit un bilan carbone correctement posé en scope 3. Et par exemple, sur le coût de la voiture, effectivement, dire qu'il faut remplacer une voiture par une nouvelle qui consomme moins, il suffit de prendre le coût écologique, qu'il soit bilan carbone ou sur d'autres aspects, ressources, etc., de la fabrication de nouvelles voitures. Et quand vous faites les chiffres aujourd'hui, si c'est pour gagner 1,5 litre de consommation de diesel, on est en Belgique typiquement, au 100, par rapport à l'impact de toutes les ressources qu'il faut extraire, parce que extraire des ressources, ça coûte de l'énergie. Faire fondre ces ressources pour faire du métal, du plastique, etc., ça coûte de l'énergie. Assembler le tout, ça coûte de l'énergie. Si vous faites le bilan de tout ça, en moyenne aujourd'hui, une voiture qui consomme 1,5 litre en moins que votre modèle actuel, il faut que vous ayez parcouru plus de 120 000 km avant d'avoir compensé le coût de fabrication environnementale de votre nouvelle voiture. Et ça, les aspects réglementaires ne le font jamais quand ils font leur bilan, en fait. C'est parce que le leitmotiv derrière est souvent plutôt un problème de relance industrielle et de croissance économique. C'est le sac à dos, enfin, ce qu'on appelle le sac à dos écologique. Oui, mais il existe des tonnes de méthodes, elles ne sont pas mathématiquement très compliquées. Le problème, c'est qu'il faut être rigoureux pour essayer de penser à tout, donc ça prend du temps, donc personne ne le fait vraiment à fond ou de manière ciblée. Et quand ce sont les industriels qui font, ils mettent les limites du système en place. Le premier problème, c'est d'essayer de prendre l'ensemble des impacts, mais ça peut se calculer, et donc souvent, il vaut mieux réparer, quitte à garder un peu de stock, etc., que de tout remplacer, parce qu'effectivement, on a produit peut-être des pièces de rechange,
mais on n'a pas dû reproduire toutes les pièces, à commencer par les pièces les plus lourdes, des noyaux de moteur, des noyaux aimantés de moteur, etc. Une pièce en plastique n'a pas le même poids écologique qu'une pièce en métal ou qu'une terre rare ou que des choses comme ça. Ce ne sont pas des calculs compliqués, mais c'est complexe parce qu'il faut prendre en compte une pléthore de variables. En fait. Et ça prend du temps. La méthode dont tu parles, effectivement, il y a une méthode scientifique très balisée, normée, et il y a des gens qui ont ça pour métier. Moi, j'ai une partie de mon métier, c'est de lire les résultats de ces analyses. Les faire, c'est vraiment un métier patient, c'est un truc vraiment de monomaniaque qui doit être très chouette à faire, mais voilà. Et donc, en effet, c'est une analyse des cycles de vie, ça répond à toute une série de prescriptions. Et donc, typiquement, c'est le genre de données que si on a envie d'avoir des informations très spécifiques sur l'impact d'un matériau, par exemple, que nous, on va demander chez un fabricant. Mais comme il dit, il faut vraiment déjà être hyper spécialisé parce qu'eux-mêmes vont déterminer qu'est-ce qu'ils prennent en compte. Le minimum, c'est de ce qu'on appelle du berceau à la porte de l'usine, donc de l'extraction des matières premières jusqu'au moment où le produit quitte l'usine. Genre le trépied de la caméra, là, tout ce qu'il a fallu pour le produire, et après on le met en paquet, il y a un camion qui part et on ne regarde plus. Ça, c'est la version à minima. Pour un trépied, encore, ils ont le droit de donner des exceptions. Oui, tout à fait. Mais, donc là, pour un trépied, à la rigueur, ça va. Mais pour une brique, ça devient un peu plus compliqué, parce que la brique en tant que telle, sauf si vous avez envie d'avoir des mètres cubes de briques dans votre jardin parce que vous trouvez ça joli, il va falloir faire un mur avec. Donc il va encore falloir mettre à un moment donné un mortier. Il y a de la main d'œuvre, il faudra encore amener de l'eau sur chantier du coup, et du ciment et compagnie. Et donc une analyse des cycles de vie complète, elle fait du berceau à la tombe, c'est-à-dire de l'extraction des matières premières jusqu'au bout de X années de vie. C'est un paramètre qu'on détermine pour un mur en briques maçonnées, ça va être 30 ans ou 60 ans par exemple, jusqu'au moment où on aura démoli le mur de briques et que les briques ont terminé en décharge ou en bricaillon broyé pour faire de la voirie. Mais le commun des mortels qui reçoit une fiche comme ça, il faut déjà savoir où il faut aller trouver où sont les limites du système, et puis il va falloir savoir interpréter ça, parce que c'est une série de chiffres, et ça dit quoi? Parce que c'est pas comparable. Il y a un indicateur par exemple, acidification du sol. C'est quelque chose qui va impacter directement, par exemple, le potentiel, la qualité des eaux souterraines, mais aussi le potentiel de, un jour, par exemple, faire des cultures ou cultiver de la nourriture sur ce terrain. Ça s'exprime dans des trucs incompréhensibles, exposant moins 15. Et puis il y a l'énergie grise ou tout ce qui est réchauffement climatique. Ça parle de CO2, c'est déjà un peu plus facile à comprendre. Mais pour combiner tout ça, comment est-ce qu'on fait? Et donc il y a des démarches qui synthétisent tout ça pour le rendre lisible et qui donnent une cote unique. Mais donc chacun a son système pour interpréter, et donc on donne plus ou moins d'importance au changement climatique, aux ressources, etc. Et donc on termine avec des choses qui, en fin de compte, on ne peut pas vraiment comparer, donc c'est très complexe. Et donc ça part toujours aussi d'un usage théorique. J'ai un exemple, après mes stages, j'ai travaillé pendant 2 ans dans une banque, parce que c'était un peu le seul endroit où on me permettait, après 2 années de stage, de mener moi-même un projet. Et donc j'ai travaillé sur des projets d'aménagement d'agences de banque. Et on a fait une étude, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à la question de la durabilité, sur combien de temps est-ce que tout ça dure. Et en fait, en moyenne, une agence de banque, c'est comme pour un commerce d'une grande chaîne, hein. L'intérieur est refait en moyenne tous les 5 ans. Donc ça veut dire, et c'était ça la réalité, les tapis, les cloisons, les portes, l'éclairage, le faux plafond, les armoires, tout partait au container tous les 5 ans. Or, les chiffres de la liste de vie parlent du principe que le tapis, il va durer 25 ans. Donc, 5 ans pour la voiture, c'est calculé sur une durée de vie théorique parce que le produit devrait tenir le coup. Et si on l'utilise moins longtemps, l'impact, il fait x5 entre mes 5 ans et mes 25 ans. Et donc, c'est super compliqué. Donc, il va toujours falloir se poser soi-même la question, en plus de quel usage est-ce que je vais en faire, combien de fois par semaine ou par an je vais prendre ma voiture, combien de kilomètres je vais faire. Et il va falloir faire un calcul. Donc, il n'y a pas de réponse simple à ça. Mais c'est quand même vachement important de remettre les choses à leur place, et donc merci de me donner l'occasion. En écologie, souvent, on nous dit éteignez la lumière, fermez le robinet d'eau, mettez votre appareil en veille, etc. Ça, c'est le discours classique. Alors certes, c'est très bien, mais mettons les choses à leur place. Sur un ordinateur, par exemple, il faut l'utiliser pendant 40 ans au moins pour consommer autant d'énergie que lors de la fabrication. Donc quand même, c'est l'impact de la fabrication
qui est majoritaire, extrêmement majoritaire. L'ordinateur, après, il va durer 4-5 ans, voilà. Donc, agissons sur la quantité de biens qu'on produit. Aujourd'hui, on produit trop de biens, on consomme trop de biens, d'où l'importance de les mutualiser, d'où l'importance aussi d'avoir une sobriété, de se voir vraiment est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça, et de repenser, parce que certes, ce sera bien de mettre son ordinateur en veille, mais au fond, dans cette société de consommation de masse, faut qu'on agisse sur ce levier-là pour lutter contre les problèmes environnementaux. Et leur exemple des ordinateurs, il est éclairant, mais il y en a beaucoup d'autres. C'est le cas pour la plupart des biens... Tout bien manufacturé à peu près. Hein. Oui. Petite solution, je ne sais pas si ça va marcher, mais je me suis rapproché de Rappel, donc ceux qui recyclent, ils ont un projet de Fab Lab sur Tubize pour justement booster un petit peu tout ça. Eux ont un apport de matière, mais qui n'est pas du tout trié, donc là ils ont ce projet d'investir 5000 m² de bâtiment pour pouvoir tous leurs matériaux recyclés être amenés dans ce bâtiment et être partitionnés. Donc il y a tout un travail de matériothèque à mettre en place pour justement aller booster l'accès entre des artisans qui ont cette volonté, mais qui n'ont pas forcément cette volonté de démonter, et qui n'ont pas les capacités non plus. Donc voilà, je pense aussi qu'il y a des solutions qui sont là. C'est un petit peu à l'aveuglette, mais déjà au niveau de la consommation, je suis entièrement d'accord avec vous, c'est qu'on consomme beaucoup trop. Et quand je vois les demandes de mes clients et leur naïveté, c'est même pas la naïveté, on s'en moque de toute façon, et ça fait mal parce que je vis par ces gens-là. Donc maintenant, c'est les convaincre. Et je pense que donc, vous êtes l'association Amis de la Terre. Oui. Les actions citoyennes sont super importantes. Je suis persuadé de ça, et dans chaque village, dans chaque ville, dans chaque quartier, on doit tous, en tout cas, faire quelque chose pour communiquer, boire un verre et parler. Mais il y a un problème, on remet toujours la faute sur le consommateur, j'ai l'impression. Parce qu'on met très souvent pas nous ici, mais de manière générale, comme tu disais tout à l'heure, Samuel, on dit éteignez la lumière, consommez moins, etc. On a l'impression que tout l'impact écologique qui se passe au niveau du consommateur. C'est-à-dire que c'est nous qui consommons mal, c'est nous qui utilisons mal nos objets, alors qu'en fait, le gros du problème, c'est qu'ils sont en production. Et pareil, on va nous dire, ne consommez pas trop, mais au final, on nous donne des objets qui cassent et qu'on doit remplacer. C'est très difficile pour nous, en tant que consommateurs, citoyens. Oui, parce qu'il y a plus de citoyens que d'hommes politiques, donc le mouvement partira toujours plus fort en termes de masse des citoyens et des hommes politiques. Et la politique étant assez accrochée au modèle actuel néolibéral, qui continue de prôner la croissance, et on ne va peut-être pas rentrer dans ce débat-là, c'est pas eux qui vont dire, tant que le courant dominant sera ce courant-là, c'est pas eux qui vont dire aux producteurs produisez moins et prolonger la durée de vie du truc, puisque c'est pas ça le modèle économique dominant à l'heure actuelle. Et donc il n'y a que des citoyens qui peuvent faire contre-pouvoir par rapport à ça, ou certains mouvements qu'on voit commencer à poindre dans nos pays. En France, la dernière élection était assez révélatrice de ce point de vue-là. Sauf si les circuits courts arrivent à montrer qu'en termes d'emploi, ils créent pas mal d'emplois locaux. Ça, c'est quand même un levier important que l'on a. Parce que les hommes politiques, femmes politiques, sont jamais que des gens comme nous. Mais c'est dans une autre planète. Et on est quand même extrêmement sensible à ça. Je voulais rebondir. Qu'est-ce que vous appelez le circuit court? Circuit court, ce que tu fais, je vais dire, où on ne va pas sur un modèle linéaire jeter les trucs, mais où on sait que la réparation, c'est quelque chose où on a des bras locaux. On ne va pas aller faire réparer nos appareils en Chine puis les ramener ici. Donc ça. C'est sans doute l'emploi le moins délocalisable. Oui. De la réparation, ça doit être fait là où l'objet est utilisé. Tandis que la réparation, au prix du transport actuel, le réachat au prix du transport actuel, lui. Par rapport à ce que monsieur disait, l'exemple de Rappel, il y a un autre très bel exemple à Bruxelles qui commence à être connu maintenant, mais qui existe depuis quasiment 10 ans. C'est une autre ASBL qui s'appelle Rotor. Donc Rotor, il y a même dans le logo, il y a le cycle. C'est avec eux qu'on avait fait il y a 6 ans une étude sur tout ce qui est le gisement de déchets sur les chantiers de construction et de rénovation à Bruxelles, et l'idée était un peu partie de là. Et ils viennent de déménager, ils viennent d'ouvrir leur nouveau siège qui est près de la gare du Midi.
Et en fait, eux, avant, ils ont maintenant un pôle qui est leur pôle revente de matériaux des récup, et il y a le pôle études. Donc ils ont ça reste une coopérative aussi. Et ils ont un site qui est très très bien fourni, où vous pouvez voir toutes les choses qu'ils ont récupérées sur des chantiers. Donc par exemple, ils ont participé au démontage de tout ce qui est aménagement intérieur de l'ancien siège de la Générale de Banque près de la gare centrale, les espèces de 2 gros cubes, enfin parallélépipèdes. En fait, leur modèle est qu'ils vont examiner sur place la quantité, parce qu'il faut que ça reste économiquement viable pour eux aussi, la quantité, la facilité de démonter, et puis de voir quel serait le prix, parce qu'ils revendent du coup les éléments, le prix en prenant en compte tous leurs coûts à eux qu'ils ont, vis-à-vis de l'alternative qui est proposée sur le marché en neuf. Et donc parfois il arrive qu'il y a des produits qui ne prennent pas parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas pouvoir les écouler, mais ça devient relativement rare. Et donc ils démontent des bibliothèques, des lavabos, des robinets, des clinges de porte, des portes intérieures, des partitions, des faux plafonds, etc. Et ils forment sur place, et c'est comme ça qu'ils ont commencé, et l'équipe a grossi. Entre-temps, ils sont déjà une vingtaine, ils forment sur place des gens pour apprendre à démonter des choses, parce qu'il y a une myriade de techniques de fixation. Hein. Un panneau de faux plafond, c'est mécanique, mais défaire un carrelage en terre cuite qui a été posé dans un lit simple, c'est autre chose pour éviter de le casser en démontant. Et donc sur chacun de leurs chantiers, il y a des artisans ou même des entrepreneurs qui viennent se former. Et donc c'est donnant-donnant, ils se font former, donc la rémunération, c'est pas comme s'ils étaient engagés en tant qu'entreprise, mais ils bénéficient d'une formation qui leur permet à eux après de le mettre en œuvre eux-mêmes sur leur chantier, et ça marche vraiment très très bien. Et donc c'est pour ça que bicirculaire en région bruxelloise c'est très chouette, mais il y avait déjà des choses qui ont été amorcées, et bravo aux politiques de soutenir l'initiative, mais c'est ici typiquement à nouveau pas une fois le politique qui a décidé qu'on allait le faire. Il y a à un moment donné eu émergence de quelques initiatives en disant on va leur donner un coup de pouce, et c'est très bien de donner un coup de pouce, mais ça vient à nouveau plutôt bottom-up que par décision de par au-dessus. Et ça fonctionne vraiment très très bien. Et la seule contrainte qu'il y avait à lever, et ça a été fait aussi, c'est par exemple en marché public, quitte de la question de la garantie ou fiche technique. Oh, on ne peut pas travailler avec un truc des récup parce que bon, on va au magasin, on a une fiche, mais là, je n'en ai pas. Et donc ils ont même travaillé pendant 1 an et demi avec plusieurs juristes pour mettre en place des clauses dans les cahiers des charges pour les marchés publics, pour les produits de réemploi, et ça tient le coup. Donc il y a des communes qui commencent maintenant à le faire. Hein. Il y en a qui sont toujours réticentes, mais il y en a quelques-unes qui font le pas. Donc ça fait son petit chemin. J'ai conduit un appel d'offres pour Scarbeck, les bancs, Oui. et en fait, nous on a amené un projet de recyclage, et ils n'ont pas compris. Il y a 2 ingénieurs, ils sont partis. Ouais, non, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Ils ont toute une série de points. Ouais. Eux, ils suivent les points et c'est tout. Ouais. Et ils étaient même prêts à prendre un projet avec éco-conçu, on va dire, avec des matériaux classés, répertoriés. Et en fait, là en plus, on amenait l'AIT, donc un centre de réinsertion par l'emploi, à travailler sur les modules, à les repeindre, à faire ça demandait encore plus de boulot. On avait tiré le devis pour que ça passe dans le budget, mais c'est même pas le prix qui a bloqué, c'est juste le fait de recycler en fait. C'est parce qu'ils achètent un objet et pas une fonction de s'asseoir dans les jardins publics. En effet, il y a de ça. C'est quand même marrant ce que tu racontes, parce que moi j'habite la Louvière et ça existe depuis toujours, des magasins qui vendent des matériaux recyclés, et on a encore le marchand de l'œuvre qui passe tous les jours. Le marchand de l'œuvre, c'est vieux fer, du zinc, des machines à laver. Mais je veux dire, c'est un vrai commerce, et il n'y a même aucune conscience écologique là derrière, mais ça fonctionne depuis toujours, quoi. Et ici, ça devient un projet écologique subsidié. Enfin, je trouve que c'est assez ironique. Mais les ressourceries qu'on connaît depuis un bon bout de temps, en effet, ça c'est plutôt... ça existe en effet depuis toujours, et ça n'a rien à voir avec ça. L'exemple de Rotor et autres, c'est un gigantesque stock où il y a, même pour le pouvoir public ou le promoteur qui a besoin de 500 mètres carrés ou 1000 mètres carrés de tuiles, il va les trouver.
Parce que souvent, c'est ça le problème. Il y a une machine à laver, des récup préparés, mais il n'y en a peut-être pas 50 de stock où il faut aller les chercher. Et eux, ça permet de répondre à des demandes de pouvoir public, par exemple, qui ne vont pas envisager de devoir aller chercher chez 5 fournisseurs des tuiles et ça ne va pas être les mêmes. Donc eux, ils visent vraiment les plus grandes quantités. Et ça permet de répondre... C'est ça, oui. Ta maison en récupérant comme ça. Et c'est même très intéressant pour, et à la rigueur, enfin, dans l'absolu, je dirais, je m'en fiche que ce soit intéressant pour BNP Paribas, parce que c'est eux qui ont racheté les bâtiments. Mais ça a même été intéressant pour eux, ce démontage, parce que ce qu'ils ont laissé, c'est un délai de 3 mois pour démonter. Et les autres ont fait tout. Tout pouvait leur appartenir. Mais ça leur coûte moins cher aussi que de jeter, parce qu'amener un conteneur gigantesque de déchets de construction et le faire recycler, ça coûte un pont. Et donc pour eux, économiquement, c'était pas mal non plus, mais ils ne l'avaient même pas envisagé. Et donc il y a littéralement des milliers de mètres carrés de dallage qui sont sortis de là. Et ça se vend, ils le vendent minimum par 100 mètres carrés, je pense. On ne peut pas aller acheter pour sa cuisine, c'est vraiment pour des professionnels. Mais comme c'est un secteur qui puise 30% de ressources et qui génère 30% de déchets, ça ne va pas être suffisant pour muter tout, mais c'est une grosse initiative qui permet de répondre. Mais comme tu dis, ce n'est pas le côté citoyen. C'est pas répondre à un besoin du citoyen, mais c'est à nouveau un truc qui vient vraiment bottom-up, d'une ASBL. À la base, ils étaient 4, hein, ils ont monté cette idée-là, et Paris remportait, quoi. Il fallait le faire. Sans subside pour ça, en bas. Alors, il y a le côté citoyen, mais moi j'insiste malgré tout sur le besoin de faire évoluer nos politiques. Et on se bat aussi pour ça, pour passer du cap des citoyens convaincus dont on fait partie. Et forcément, eh bien, on reste malheureusement encore minoritaire. Et qu'est-ce qu'on fait pour changer d'échelle? Et là, de temps en temps, il faut peut-être que ça devienne intéressant économiquement de consommer durable. Donc peut-être qu'il y a des incitations fiscales, par exemple la Suède, je ne sais pas si vous avez vu, met en place une TVA réduite pour les biens de réparation ou de réemploi, et une TVA plus grande pour les biens neufs. Ça, on pourrait l'imaginer dans nos pays. Et donc, pour une série d'incitations fiscales, ou d'interdire, à un moment, on peut interdire aussi, comme maintenant il y a une garantie minimum de 2 ans pour les biens de consommation, eh bien, on pourrait l'étendre à 3 ans, 4 ans, qu'à un moment, ça devienne interdit de produire un tel gaspillage. Donc pour ça, il faut que les citoyens ils fassent pression sur les politiques, donc c'est très important. Mais aussi pour qu'après ça passe à l'échelle où tout le monde consomme des biens durables, on aura besoin de ces politiques pour faire évoluer les législations, les incitations. Donc je pense qu'il y a besoin d'aller de pair. Nous, l'expérience qu'on avait avec HOP, c'est qu'au départ, on était plusieurs à travailler dans les politiques publiques, au Sénat, à l'Assemblée nationale, etc., essayer de faire bouger la loi. Mais arrive un moment où il y a des gros groupes d'intérêt qui sont plus puissants et qui font qu'on est quelques-uns motivés en politique, et on se rend compte qu'on a besoin de société civile. D'où l'idée d'être une asso qui pousse, qui fait du lobbying, qui montre qu'on a de l'expertise aussi. Donc il y a besoin des deux, mais on aura besoin aussi de gens qui sont maintenant au gouvernement éventuellement et qui vont avoir l'oreille attentive et qui vont faire changer les décrets à l'Europe. Progressivement, il faut qu'on fasse coalition, quoi. Voilà, c'était pour dire, parfois on dit non, nous les citoyens on peut tout. Moi je pense pas, je pense qu'il faut qu'on aille au maximum, mais qu'on aura besoin des évolutions de politique publique, sinon on restera coincé à un moment où, quand ça coûte 3 fois plus cher de faire quelque chose de durable, on ne le fait pas. Et donc il faut arriver à un moment où tout le monde a intérêt. Ouais, c'est clair. Mais si je peux, juste une petite question, parce que moi c'est une interrogation que j'ai très souvent quand je vois les préoccupations écologiques. Parce que moi je suis a priori 100% d'accord avec toi, d'ailleurs je pense même que c'est à peu près la seule voie d'accès, c'est de changer les politiques de production, etc. Et quels sont les modèles politiques qui sont proposés dans les alternatives écologiques? Moi j'ai l'impression que cette réponse-là, énormément de gens qui pourtant militent pour ont beaucoup de difficultés à la donner. C'est-à-dire que, tel que je perçois les mouvements écologiques qui sont proposés aujourd'hui, c'est très souvent une adaptation de l'économie de marché, afin qu'elle soit légèrement moins consommatrice de ressources ou très légèrement moins orientée sur la destruction de la planète, etc. Or, c'est ma conviction, un modèle politique l'écologie, elle donne vraiment sens quand elle parle de l'écosystème dans lequel on est maintenant. Mais tous les trucs de génération future, etc., fondamentalement, je crois que tout le monde s'en fout, parce qu'en fait, c'est pas très intéressant.
le modèle politique qui est proposé n'est jamais très bien défini. Donc voilà, je voulais savoir par exemple, toi, si tu t'imaginais devoir défendre un modèle politique pour pouvoir convaincre une base citoyenne, etc., que c'est porteur, que c'est intéressant, que c'est... Et est-ce que ce serait juste dire, bon, on fait une société libérale de marché, mais orientée sur le vert? Mais personnellement, je crois qu'alors du coup, c'est très peu convaincant pour les gens. Parce que finalement, il n'y a rien qui change pour eux. Ça pose la question de la finalité. Par exemple, dans l'économie circulaire, la tendance c'est de dire, voilà, de promouvoir le recyclage, de dire bon, c'est pas grave, on peut toujours avoir cette surconsommation puisqu'on va de plus en plus recycler, etc. Et ça, c'est se tromper de combat. À un moment, il faut parler de réemploi, il faut parler de sobriété, et ça, c'est un changement, c'est révolutionnaire. Et pour l'instant, notre économie de marché, elle n'est pas prête à entendre ce discours comme tu le dis. Je pense que la question du coup, mais bon, on pourra tous compléter, c'est quelles sont les finalités de notre modèle économique et de notre vivre ensemble. Et là, aujourd'hui, eh bien, il n'y a plus tellement d'idéologie qui nous guide. On est voilà, sur cette question de la croissance, de la consommation, qui est une sorte de succès d'année pour notre manque de sens dans notre société. Alors que, en réalité, si on se recentrait sur voilà, qu'est-ce que être heureux, est-ce que c'est posséder plus ou est-ce que c'est avoir plus d'amis, voir plus souvent sa famille, etc. Mais on peut reconsidérer nos priorités politiques. Et là, voir que bon, on peut partager les biens, avoir comment ça s'appelle, tout, dans chaque quartier, on peut travailler 12 heures par semaine, et donc la finalité sera plus la croissance, mais au contraire ce lien social et donc ce partage. Donc ça évidemment c'est une utopie, mais je pense que forcément on s'extrait de notre modèle actuel, mais que les consciences sont de plus en plus prêtes à entendre cette utopie. Je ne sais pas si la question est plus très au volet économique ou au volet politique. Sur les deux croisés, fondamentalement. Sur le volet politique, il y a une série d'expérimentations qui ont eu lieu, notamment beaucoup en Belgique, avec une personne clé qui les a animées, qui s'appelle David Van Reybrouck, que beaucoup d'entre vous ont dû apercevoir dans le documentaire Demain, et qui, avant d'écrire le bouquin Congo, etc., a écrit un bouquin que son éditeur, de manière un peu racoleuse, a voulu appeler Contre les élections. Et d'ailleurs, on a aussi Tegenverkiezingen. Mais qui montre, et en tout cas moi je trouve ça très éloquent et c'est assez convaincant, la nécessité d'avoir un modèle de décision politique, de gouvernance politique, basé sur des modèles alternatifs au vote, à la majorité simple et à ce genre de choses. Donc, je ne vais pas en refaire une synthèse, ça vaut vraiment la peine d'aller lire, et surtout de voir les cas concrets qui ont été utilisés. Il y a eu l'expérience du G1000 en Belgique, mais la constitution irlandaise a été écrite selon ces principes-là, la constitution islandaise également. Et ils sont d'ailleurs toujours en combat contre le politique qui refuse d'analyser une constitution revotée par 60% d'une population parce qu'ils perdent leurs privilèges, évidemment, puisque la population a été convaincue que la société irait dans une meilleure direction bénéfique à tout le monde si les décisions étaient prises par des panels de citoyens plutôt que par des politiques professionnelles, entre guillemets. Mais pour changer une constitution de manière constitutionnelle, il faut que les gens en charge de le faire. Donc en fait, il faut que les politiques acceptent de voter la nouvelle constitution, ce qu'ils refusent de faire puisqu'ils perdent leur job. Mais c'est pourtant, je pense, ça la tendance de fond inévitable qui se met en place progressivement. En Belgique, Van Reybrouck et d'autres militent pour que notre Sénat, par exemple, soit fait. Je pense qu'il y a un vrai appel d'air de ce côté-là pour avoir des choses qui réalignent un peu les valeurs des gens avec les choses en devenant plus mainstream. Mais tant que il y aura une professionnalisation des décisions politiques, les lobbies ont des points d'ancrage assez faciles pour s'exercer et empêcher que les évolutions aillent dans des directions qui ne les intéressent pas. Oui, tout à fait. Un éclairage. Non, mais ce que moi je voulais soulever, c'est qu'à mon avis, l'écologie a beaucoup plus à faire aujourd'hui à ce niveau-là, c'est-à-dire au travail de la formalisation de son modèle économique, de son modèle politique et de ce qu'elle propose aux gens en termes de réalité citoyenne et de vie politique, etc., que véritablement sur les enjeux naturels, etc. En fait, parce que je pense que véritablement, dans la situation présente, ça n'intéresse pas grand monde. C'est ça que je voulais juste soulever. Mais je sais pas si je voulais avoir votre... Enfin, si, pas grand monde, ça intéresse peut-être beaucoup de monde, mais j'entends par là que...
tous ces trucs sur est-ce que la nature est véritablement en train de s'écrouler, est-ce qu'on ne pourra plus vivre à ce rythme-là pendant longtemps. Oui, ok, mais fondamentalement, si on vote ou si on instaure un système politique qui fait droit à l'écologie, ça veut dire quoi concrètement dans l'organisation de la vie quotidienne, de la vie politique, du modèle économique qu'on défend, etc. Donc là, il y a en France, je pense qu'il y a énormément de critiques à faire sur ce modèle, mais à mon avis, le fait de réintégrer l'écologie dans comme l'a fait Mélenchon par exemple, dans un modèle économique global, je pense que c'est beaucoup plus porteur que de l'ensemble des toutes petites initiatives, etc. Après, je pense que ça... Mais il ne serait peut-être pas arrivé s'il n'y avait pas les initiatives à côté, donc je pense que c'est pas l'un contre l'autre. Mais il faut travailler sur tous les volets en même temps. Aujourd'hui, on parlait d'obsolescence, mais ça n'empêche pas, je pense, tout le monde ici d'être impliqué sur il va falloir toutes les échelles à un moment donné. Hein, au niveau... Je ne suis pas là pour parler avec ma casquette politique, parce que il se fait que j'en ai une. Voilà, bon. Mais au niveau, je pense à des trucs comme les conférences climat, bon, les objectifs, la COP21 et tout, des trucs qui sont un peu frustrants, mais ce genre de trucs au niveau macro, ça passeront toujours. Et donc là, il va falloir faire bouger des choses, mais là, je pense, tu caricaturais un peu, mais tu peux, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut caricaturer dans l'autre sens aussi, donc j'ai pas de problème, mais la nature qui se meurt, etc. Moi, personnellement, tout en ayant ma casquette verte, oui, je suis jamais rentrée dans une discussion avec ça. Il y en a qui vont le faire à des événements comme ça. Est-ce que c'est bien ou pas? Peut-être que c'est utile. Je suppose qu'ils essayent de faire bouger des choses. Par contre, moi, et c'est à ce niveau-là que j'ai ma casquette, au niveau paillasson de port d'entrée, au niveau communal, ce qui m'intéresse, moi, c'est toujours la notion de consommateur, et c'est là-dessus que j'essaie d'intervenir. Parce que c'est lié avec mon boulot. J'essaie de travailler sur les domaines que je connais via mon boulot pour me sentir un peu à l'aise, parce que parfois c'est très conflictuel. On est tous consommateurs aussi via ce que les pouvoirs publics font avec nos sous-sous. Quand je vois passer les marchés de services avec location de matériel pour telle école, achat d'immobilier et encore des trucs, chantiers, tous les investissements, projets de rénovation ou nouvelles constructions qui se font quasiment toujours sur emprunt. Hein. Donc nous, on a via la commune une dette, mais un bazar. C'est un budget de 176 millions d'euros par an, c'est énorme. Et donc on consomme via le pouvoir qu'on a donné, on n'a pas élu la majorité s'est constituée elle-même. Et donc nous, en votant au niveau local, il y a une majorité qui se met en place qui va du coup devenir le consommateur de nos deniers publics avec lesquels on va financer des choses. Et là-dessus, je pense clairement, et j'ai jusqu'à aujourd'hui pas encore vu ça même dans une déclaration d'accord de majorité, ça manque, c'est quoi votre politique en termes de consommation? C'est quoi votre politique d'achat? Et est-ce que oui ou non, nous citoyens, on est d'accord, parce que je suis citoyenne aussi, j'ai aussi une casquette citoyenne, heureusement, je veux savoir ce qu'on va faire de mes sous, et dites-nous pourquoi. Et après, on peut peut-être donner des priorités, et ça va pas être les mêmes pour tout le monde. Dire, ouais, moi j'ai pas de problème, je veux bien soutenir l'économie de marché telle qu'on la connaît. Ok, très bien, mais peut-être qu'en informant en plus les gens avec des outils de sensibilisation, en leur expliquant les impacts d'un certain modèle de consommation, que ça peut changer les choses. Et là, on n'est plus dans on vote pour qui, parce que c'est un mandat pour 6 ans. Au niveau de la commune, c'est pendant ces 6 ans, comment est-ce qu'on prend une décision ensemble? Parce qu'en plus de nos sous, ça concerne les enfants qui vont dans cette école, qui ont affaire à certains matériaux ou certains produits. Ça concerne les personnes qui sont dans la maison de repos qui est financée par le CPS, ça concerne tout le monde qui est logé dans un logement public de la commune, etc. Donc ça concerne toute la population. Et là, il y a une distance, il y a un gouffre énorme. Dans notre cas, on a le plus bel exemple, on a littéralement un bourgmestre qui dit « J'ai reçu un chèque en octobre 2012, vous me jugerez sur pièce en 2018. » Et pendant ces 6 ans-là, il n'y a aucune possibilité d'intervenir sur cette décision. Oui, on peut aller râler en tant que citoyen au conseil communal, c'est 3 minutes top chrono et après basta dehors. Ça ne va pas. Et donc, il y a plein de... Oui, écologie, mais de quelle façon? Mais ça vaut aussi pour les libéraux et pour les socialistes et pour tout le monde. Hein. J'ai une vision, comme tout le monde, on la réunit ici, il y a une multitude, mais je pense sincèrement que je vais en défendre une, mais c'est la mienne, oui. Mais je serais intéressée de voir ce qui sort d'un débat comme celui-là. Et donc l'exemple donné avec David Van Riebeeck, il y a énormément d'éléments à prendre sur comment mettre en place, et même pas un référendum, une consultation, hein, un vrai mécanisme de pouvoir de décision,
il y a plein de pistes et ça devient absolument indispensable. Parce que si on ne participe pas au choix, on ne va pas aller chercher nécessairement les infos, on va continuer à prêcher pour des convaincus et c'est très bien, mais il n'y en aura jamais assez pour peser dans la balance. Et donc il va falloir faire ce switch. Ça, j'en suis sûre. Ça existe déjà sur d'autres niveaux. Tout à fait. Et tout ça. Ouf, oui. Ouais, excuse-moi. Non, je parle du point de vue de ma commune, mais les contrats de quartier souvent sont vendus comme des trucs qui sont hyper participatifs. Il y a des exemples. Sur le principe, évidemment. Oui, dans la concrétisation, souvent c'est. Enfin, il y a moyen de bien le mener. L'idée est vraiment super. Malheureusement, souvent c'est coupé court en cours de chemin. Non, mais pas trop de discussion. Parfois aussi parce qu'il y a des trucs qui sont déjà décidés en amont. Donc l'idée est effectivement, il faudrait peut-être la faire de façon conséquente et droit dans ses bottes. Oui, je suis pour. Je peux voter. On va prendre une dernière officielle réaction, ensuite on va devoir tout doucement arrêter parce que je sais qu'il y a des trains, d'autres activités aussi qui nous attendent dehors. Et on peut continuer, on pourra continuer après la discussion ensemble. En bas, en fait, vas-y déjà. Non, c'est bon. Vas-y, s'il y a des trains. Non, vas-y, on est d'accord, on doit plus s'engager tous dans des combats politiques et participer à des débats politiques pour échanger et influencer tout ça. On est d'accord là-dessus. Sur le côté économique, puisqu'aujourd'hui, dans notre monde, on sait que l'économie, quand même, avec les lobbies et tout ça, a quand même un pouvoir. Allez, moi je prône rien, mais j'ai entendu parler de l'économie bleue, tout à l'heure ça a fait bleuir certains. Voilà, quel est votre avis là-dessus? Voilà, c'est un Belge en plus. Ah mais alors c'est bon, c'est un débat en soi celui-là encore aussi. Oui, c'est ça. On peut encore l'avoir aujourd'hui. On ne va pas discuter de M. Poli parce que c'est compliqué. Non, mais par contre, je pense que le plus important, c'est de s'impliquer chacun en fonction de ses convictions. Et donc, je ne sais pas s'il faut tous s'engager dans un combat politique, mais que chacun peut s'engager dans quelque chose pour faire bouger les lignes sur une thématique. Et tant mieux qu'il y ait des gens que le combat politique nous motive plus que le combat social, ou que le combat local sur quelque chose, ou le combat pour des meilleures lois. Moi je pense que la société bouge quand même sur base de gens qui essayent de faire bouger les lignes et c'est que c'est toutes ces forces combinées qui vont réajuster le modèle de société. Les combats syndicaux sont nés il y a 150 ans comme ça aussi et aujourd'hui on en bénéficie tous sans même s'en rendre compte et les syndicats ne sont plus ce que c'était donc on peut avoir une vision très différente des syndicats aujourd'hui. Mais si des gens ne s'étaient pas battus à mort il y a 150 ans, on n'aurait pas la sécurité sociale dont on bénéficie tous dans notre contrée aujourd'hui. Et donc je ne dis pas qu'il faut se battre à mort demain non plus, mais c'est parce que des gens décident de faire bouger les lignes pour un monde meilleur que les choses évoluent. Ouais, ça c'est d'un point de vue citoyen. Quand je parle d'un point de vue économique, une entreprise, parce qu'on a quand même jeté pas mal la pierre sur les entreprises, une entreprise, c'est chaque seconde est comptée. Une étude, elle doit être payée, elle doit être comptabilisée, on doit rentrer dans un marché très complexe. Et en fait, sur ce sujet-là, est-ce que vous avez des pistes, en tout cas, pour développer une entreprise en ayant des outils accessibles rapidement? Moi, je voulais juste dire, parce que c'est vrai que j'étais un peu visé par la question du train, mais que c'est absolument important. Les entreprises doivent être rentables, elles ont des emplois, donc là, l'idée n'est pas de réinventer. Enfin, en microéconomie, voilà, on sait qu'il y a des chiffres, il faut des rentrées d'argent, il y a des coûts, etc. En l'occurrence, je pense que les modèles de type économie sociale et solidaire, où on se rend compte que le but, c'est pas en soi le fait de maximiser le profit, mais plutôt de maintenir à long terme la production, de partager les bénéfices avec les salariés, etc. On a des modèles qui fonctionnent avec plein de coopératives extrêmement intéressantes. On a de l'insertion avec certains qu'on a cités aujourd'hui. Le circulaire, je pense que de plus en plus le fait de réutiliser les déchets, etc., va être de plus en plus rentable et donc économiquement porteur pour toutes ces entreprises. Donc finalement, il y a pas mal, en fonction de la sphère d'activité de chaque entreprise, il y a des pistes. Se baser sur l'usage, se baser sur la réutilisation, etc. Donc fonder un modèle économique durable est possible, donc pour les meubles aussi, on pourra en reparler à l'occasion.
Donc, mais c'est vrai qu'il faut qu'on s'adresse à ce point-là, parce qu'aujourd'hui, il y a des entrepreneurs comme toi qui veulent agir et qui, bien, ont leur temps compté, ne veulent pas lire 100 bouquins avant de se dire tiens, maintenant, qu'est-ce que je fais demain dans l'entreprise. En tant qu'architecte, vous avez dit, vous rencontrez ces problèmes-là. Oui. Mais de ce point de vue-là, au niveau des plus grosses entreprises, il y a l'exemple de la Suède que tu as donné avec la TVA, ça je pense que c'est déjà un élément très important. Mais globalement, fiscalement parlant, on a même des très grosses boîtes qui produisent plusieurs types de matériaux de construction, par exemple, qui, quand on voit la quantité d'impôts qu'elles ont payés via des mécanismes qui est absolument ridicule, il y a une justice fiscale qui doit être installée. Je suis sûre que ça rendrait moins concurrentielles certaines initiatives aussi. Et puis il y a un autre principe, ça se discute probablement, mais la notion de pollueur-payeur via l'intégration de tous les coûts engendrés via impact, déchets, santé, etc. par un produit. On parle de ces coûts aujourd'hui, on dit qu'ils sont externalisés, c'est-à-dire c'est pas le producteur qui va finir par les payer parce qu'il a fourni le projet et le projet, quelqu'un un jour va l'amener à la déchetterie ou que sais-je, et ça va coûter, mais c'est pas lui qui paye. La proposition qui se discute au niveau européen depuis des années et il y a un lobby contre DG Environnement et compagnie, c'est d'intégrer ces coûts pour refléter le coût réel de quelque chose. Et quand on intègre, il y a des études qui font ça sur un exemple de produit, ça inverse complètement la situation de qu'est-ce qu'un produit coûte à l'achat, celui qui était moins cher, en fin de compte, on ne va plus le prendre parce qu'il nous coûte plus cher. Avec les risques malheureusement que ce coût va être répercuté sur le consommateur à nouveau. Mais donc là, en jonglant... Ou sur la contrainte réglementaire que la politique doit prendre pour inciter. Mais effectivement, tant que Peugeot Volkswagen ne provisionneront pas des places dans des lits d'hôpital, ils n'auront pas assumé le rôle de pollueur-payeur. Oui, c'est ça en fait, en effet. Pour faire très simple. Donc il faut renforcer nos actions citoyennes envers les... Je voudrais... tout le monde qui a envie de s'engager, tant mieux. Je ne voudrais pas non plus qu'on donne le signal que ceux qui ne s'engagent pas, c'est une bande de nuls. C'est pas ça. Je pense que si déjà au niveau décision politique, aux participations dans cette discussion-là, aux décisions-là qui sont fondamentales en termes de modèle, si on pouvait mettre en place quelque chose qui permet de rabaisser le seuil pour participer à la prise de décision, ce serait déjà pas mal. Aujourd'hui, c'est ça, il faut littéralement monter sur les barricades, et ça, c'est pas donné pour tout le monde en termes de temps, en termes d'énergie. Si on veut être plus, je pense que le seuil d'entrée pour certaines discussions ou certains échanges ou décisions doit être un peu rabaissé. D'où une initiative comme le G1000, c'était génial parce que tout le monde avait voix au chapitre et c'était hyper large et hyper horizontal. Et ça, on n'a pas vraiment en termes de prise de décision. Voilà. Ok, merci beaucoup en tout cas. Ouais.